Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, la situation se complique. Pas du tout. Comment pas du tout? On entend tout, vous avez remarqué, depuis quelque temps. On dit reconfiné, pas reconfiné. On ferme bars, restaurants. Alerte rouge, alerte écarlate, alerte orange, alerte maximale. Ça n'arrête pas. Et les chiffres, on va en parler parce que les chiffres, ils disent tout et son contraire. Vous avez des autorités internationales reconnues qui disent un chiffre, d'autres autorités internationales qui disent d'autres chiffres. On ne sait plus où on est, mais simplement, quelle incidence ça a sur notre morale, quelle incidence ça a sur la peur, sur la crainte, et c'est quoi ce management par la contrainte? On va en parler. On va évidemment aussi en parler de ce vote de l'Assemblée nationale sur l'avortement. Excusez-moi. Oui, ça m'a presque étouffé sur l'avortement, effectivement, à 14 semaines, qui a été voté à l'Assemblée nationale. Et puis, nous allons recevoir un écrivain franco-libanais absolument désopilant. Et enfin, entre 13 et 14 heures, ce sera un hommage avec Culture dans tous les états. Avec Céline Alonso, nous recevons le grand Jacques Brel. Enfin, ses représentants, bien sûr. On va célébrer Jacques Brel. Et on va recevoir Nicoletta, qu'il a bien connue et qui elle-même est notre plus grande chanteuse de blues et de gospel. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bonjour. Et aujourd'hui, évidemment, on est tous dans tous nos états, à cause de ce foutu Covid-19. On en parle, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on atteint aujourd'hui quand même des sommets. Sur les chiffres, personne n'est d'accord. Sur la situation, personne n'est d'accord. On donne ceci, on donne cela. Des déclarations qui se succèdent, qui se contredisent. Où on en est? Et surtout, quelle incidence sur notre morale? Ça, on en parle beaucoup moins, parce que ça fait quand même des mois et des mois et des mois. Maintenant, on dit, ça y est, ça recommence, on va être confiné à nouveau, on n'ira pas plus de 100 km de son lieu de travail ou de vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent... Ah, Jean Gabin, il a tout dit, Jean Gabin. Et maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. Mais le problème, c'est qu'on parle tout le temps. Ceux qui sont censés nous guider, que ce soit des médecins, que ce soit des politiques, que ce soit des médiatiques, eh bien, ils parlent. Aujourd'hui, la France est dirigée entièrement par le ministère de la Parole. Bien sûr qu'il y a des choses qui se font. Mais dans quel état? Comment? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors, si l'on en croit Olivier Véran, qui a tenu hier son point de presse hebdomadaire, lui dit « Ah, ça va pas très très bien ». Voilà ce que dit le ministre de la Santé, notamment. Un point épidémiologique d'abord, la situation sanitaire continue, hélas, de se dégrader en France. C'est aussi le cas dans de nombreux pays voisins. Certains sont dans une situation sanitaire plus dégradée que la nôtre. Et d'autres pays ont amorcé une reprise épidémique, hélas, depuis quelques jours ou quelques semaines. Il y a donc en France, chaque jour, de plus en plus de personnes contaminées, de plus en plus de personnes malades et de plus en plus de personnes qui font, par conséquent, des formes graves avec un impact hospitalier qui augmente. Alors, on dit ça, et effectivement, on l'écoute, et pourquoi douter de la parole du ministre de la Santé? En même temps, une inflexion positive. On enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice et à Bordeaux. Une inflexion positive est également observée à Rennes ainsi qu'à Aix-Marseille. D'ailleurs, le ministre l'a dit lui-même, il dit qu'il y a une inflexion positive. Mais avant de crier victoire, ajoute-t-il, il faut avoir suffisamment de recul, être sûr que dans la durée, la circulation du virus se réduit.
Eh bien oui, sauf que ce n'est pas grâce aux mesures qui se réduit. Actuellement, on est en train de jouer en haut, à la montagne russe. Vous savez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est loin, évidemment, il faut le dire, il faut le redire, des chiffres de mars-avril, quand la pandémie était à son sommet, on n'est pas là. Et puis, deux choses. Le docteur Gold rappelle que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que près de 10% de la population mondiale a été infectée par le Covid. Donc c'est une létalité, une mortalité de 0,13%. 13%. C'est-à-dire que c'est moins que la grippe. Il faut quand même le rappeler. Parce que les gens qui ont été infectés, évidemment, et heureusement, 99% d'entre eux vont en réchapper et ne mourront pas. Un mort est toujours un mort de trop, mais enfin, il faut le rappeler. Et puis, il faut rappeler ce que nous disait à Berkov dans tous ses états, dans l'autre émission, le 16 septembre. Voici ce que disait le professeur Toussaint pour appuyer cela. Plus de la moitié actuellement, et probablement les 3/4, voire 9 sur 10, oui. des cas positifs actuellement diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Parce que les tests PCR, dans lesquels on utilise 40 cycles d'amplification, arrivent à détecter des quantités infinitésimales qui ne sont seulement que la trace d'un organisme qui s'est défendu. Et c'est donc en fait la démonstration d'une capacité de défense et d'une guérison que l'on est en train de mettre en place. Voilà, il faut rappeler cela tout le temps. Il faut rappeler aussi que le seul critère, selon les épidémiologistes, pour qualifier une épidémie, c'est la mortalité, la létalité. C'est au nombre de morts que l'on mesure, pas au nombre de testés positifs, pas au nombre de cas. Il faut le rappeler sans cesse parce que on confond tout trop souvent et on confond tout pour alarmer. Et par exemple, hier, à CNews, le docteur Pierre Charnot, directeur du laboratoire commun Pasteur-Theravectis, voilà ce que disait le docteur Pierre Charnot hier. Est-ce que c'est plus aussi bénin que la grippe ? Vous me dites c'est comparable. En termes de mort, oui. C'est plus infectieux que la grippe. C'est plus infectieux, oui. Et donc, mais moins grave. Quoi, moins grave ? La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Alors, effectivement, voilà, disait Pascal Praud. Non, il faut savoir, il faut remettre en perspective, parce que le problème, c'est qu'on nous dit, écoutez, c'est pas possible, c'est fini, calfeutrez-vous, ça recommence, la deuxième vague, ça fait 3 mois et demi qu'on nous l'annonce, très bien, la deuxième vague. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors voilà, c'est la bataille des chiffres, c'est la bataille des déclarations, c'est la bataille... Et c'est la bataille vraiment de gens qui, certains savent ce dont ils parlent et d'autres ne savent pas du tout. Mais il y a un autre aspect. Et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui un peu plus longuement, auditeurs de Sud Radio. C'est l'aspect que ça a sur nous. L'aspect psychologique, l'aspect anxiogène, l'aspect de cette espèce de mort à l'horizon dont on ne sait pas très bien comment on doit se comporter. Je ne parle pas ensuite de l'EHPAD, je ne parle pas on en a parlé ici avec Nathalie Lévy et autres, des rapports avec les parents, les grands-parents. Je ne parle pas non plus effectivement de ce qui se passe au niveau du travail. Je ne parle pas de la crise économique, je parle de la crise psychologique et psychiatrique dans la mentalité. Et pour cela, j'ai demandé à un psychiatre qui travaille à Bergerac, le docteur Daniel Cosculuela. Bonjour Daniel Cosculuela. Bonjour André Berkov. Alors dites-moi, vous, dans vos patients et ailleurs, est-ce que vous constatez effectivement depuis quelques mois, qu'est-ce qui se passe et surtout, je dirais aussi depuis la sortie du confinement, comment les gens, vos patients, mais aussi les gens autour de vous, vivent cela ? Écoutez, c'est très simple. Je crois que les gens, vous savez, autrefois, il y avait les théologiens des différentes religions, et aujourd'hui, il y a les théologiens de la santé. C'est-à-dire ceux qui savent. Ceux qui savent et disent la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. Alors les gens, ils écoutent effectivement tout cela et ils sont totalement désemparés. Et je les vois, y compris ceux qui ont vécu le confinement d'une manière relativement satisfaisante. Depuis le déconfinement, ils vivent dans une sorte d'effroi, d'inquiétude, de terreur quelquefois, et en tout cas d'incertitude, qui est extrêmement péjorative pour la santé mentale. Parce qu'il y a eu en quelque sorte un avant, un pendant, un après. Avant, il y avait une sorte de continuité.
continuité. Il pouvait y avoir pour chacun des éléments de discontinuité, dont ils n'avaient pas la maîtrise. Oui. Avant, il pouvait y avoir des événements traumatiques qui survenaient, il pouvait y avoir une épidémie de ceci, cela, mais c'était pas programmé systématiquement. Ouais. Pendant, ça a été cette espèce de suspension dans le temps qu'a été cette espèce de confinement. Oui. Et puis le déconfinement, finalement, c'est quoi? C'est l'inquiétude permanente de ce que disent les théologiens de la santé. Ça va revenir sous telle forme, ça va être très grave, ça va être ceci, ça va être cela. Et les gens découvrent l'incertitude permanente quant à leur existence personnelle et collective. Comme si le monde, désormais, n'avait plus de continuité, mais s'inscrivait de façon permanente dans la discontinuité. Et donc, le regard sur le monde est un regard d'angoisse, d'incertitude. Parce que ce qui caractérise et alimente l'angoisse, c'est l'incertitude quant à ce qui va devenir, pour soi et pour les autres. Et vous le sentez, enfin, quand ils vous le rapportent, c'est dans leur quotidien, ils le vivent dans leur quotidien, et de quelle façon ? De différentes manières. Alors, vous avez d'abord l'impossibilité pour chacun de programmer quoi que ce soit. Quand je dis aux gens qui viennent en consultation, alors, quand partez-vous en vacances? Docteur, on ne sait pas, hein. Parce que compte tenu des événements, on ne peut pas savoir. Et alors, la communion de votre fils? On ne sait pas, hein. Parce que vous savez, dans le contexte actuel, on ne peut pas savoir. Et ce week-end, que faites-vous? On ne sait pas. Et etc., etc. Et ceci à chaque instant et pour toute chose. Oui. Donc les rencontres, oui, allez-y. Oui, non, et est-ce que ça induit une espèce chez les gens de méfiance? Je ne dis pas la guerre de tous contre tous, hein, n'allons pas trop loin. Mais enfin, est-ce qu'il y a une espèce de pas de cassure, mais de méfiance l'un envers l'autre en disant il porte pas de masque, il porte un masque. Est-ce que je peux approcher ou pas approcher? Est-ce qu'il y a cette espèce d'appréhension de l'autre comme étant non pas un ennemi, mais enfin quelqu'un dont il faut se méfier? Bien sûr, mais vous savez que je consulte dans un cabinet qui se trouve dans une rue, qui est l'une des rues les plus commerçantes de la ville de Bergerac. Oui. Et les gens qui passent et qui n'ont pas de masque parce qu'ils viennent me voir et que pour ma part je consulte sans masque et que je ne souhaite pas que mes patients aient un masque parce que la psychiatrie, on se regarde, on se voit, on sourit, etc. Ils se font remarquer quelquefois par les autres et on leur jette des regards haineux. Et quelquefois ce ne sont pas seulement des regards haineux, mais des propos haineux qui sont tenus. Ah oui, carrément. Bien entendu. Et puis, vous savez que les gens, quelquefois, donc de ce fait, prennent des précautions. Ils ont le masque et quand ils rentrent dans le bureau, espace territoire de liberté, ils ôtent le masque. Oui, je comprends. Et en fait, vous pensez que peut-être la chose la plus fâcheuse ou la plus dangereuse, c'est, vous en avez parlé, cette installation dans la durée de ce malaise, de cette incertitude, de se dire que sera le lendemain. C'est ça. C'est absolument. En fait, ce qui va être extrêmement préjudiciable au plan psychiatrique, et là je ne dis pas au plan psychologique, je dis au plan psychiatrique, c'est-à-dire qui va être le support éventuellement d'états anxieux, d'états anxieux chroniques, d'états dépressifs chroniques, voire même de bascule dans des pathologies plus sévères, c'est effectivement cette incertitude dans laquelle on va entretenir les gens. Le conflit que l'on va générer entre les uns et les autres au sein des familles. Vous savez, moi j'entends des gens qui me disent « mes petits-enfants, ils ne me font plus la bise depuis des mois ». Nous sommes vraiment dans ce combat Tutsi contre Hutu dont nous avons parlé à une certaine époque, n'est-ce pas ? Et je crains que cette situation-là ne perdure, voire même ne s'accentue. Avec, y compris au sein du milieu médical, ne serait-ce qu'à Bergerac, une scission extrêmement nette entre les croyants et les incroyants, c'est-à-dire les témoins du Jéhovah Corona et les autres. Oui, je comprends. Et juste un mot, et on va reprendre la conversation ensuite, docteur Cosculvila. Est-ce que il y a un sentiment de passivité? Oui, c'est ça, mais on ne peut rien faire. Eh bien, on subit, on attend, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est ça qui prévaut? Alors, hélas, oui. J'ai beau faire valoir à un certain nombre de gens qu'il convient d'écouter certaines émissions autres que celles que vous savez, et éventuellement aller se pencher sur les réseaux sociaux pour, et là on parle de complotisme bien évidemment, pour aller écouter Médicos pour la Verdad, médecins pour la vérité, regarder ce qui se passe en Allemagne. J'ai l'impression qu'en France, il y a un sentiment de révolte, mais ce sentiment de révolte ne trouve pas de forme. Alors justement, ne propose quoi que ce soit. Oui, justement, docteur, juste avant une petite pause, nous allons écouter ce que dit à propos des réseaux sociaux, notamment Olivier Véran, dans cette même conférence de presse. De façon générale, si on s'extrait 2 secondes de la crise sanitaire, je suis, pour le coup, franchement inquiet des dérives sur les réseaux sociaux, de la libération d'une parole violente, sous couvert d'anonymat, mais même pas tout le temps. Pas tout le temps. Le complotisme est quelque chose qui m'inquiète. Et je pense que le complotisme est en partie animé
par des gens qui ont des intentions politiques plus ou moins cachées. Et le complotisme a fait des dégâts dans beaucoup de démocraties dans le monde. Le Brésil a basculé de la gauche de Lula à l'extrême droite de Bolsonaro en 4 semaines. L'Amérique de Trump, il y a des exemples partout. Ça m'inquiète pour l'avenir démocratique dans notre pays. Eh bien, on va commenter quand même cette déclaration pour le moins étonnante du ministre de la Santé après cette petite pause, parce que c'est assez hallucinant ce qu'il a dit. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on va continuer à parler complotisme, réseaux sociaux, où en est le Covid, et puis on va recevoir un écrivain franco-libanais qui a écrit un livre remarquable, Beyrouth entre parenthèses. C'est un roman vrai bien sûr, c'est une fiction, autofiction, enfin on en parlera, mais qui est très 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 drôle et qui vraiment est à recommander. Eh bien, docteur Cosculella, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Alors, est-ce que vous avez entendu la merveilleuse déclaration, la dernière, d'Olivier Véran? Donc, en 2 mots, ils disent attention au complotisme, et d'ailleurs attention aux réseaux sociaux, et il a parlé, évidemment, regardez la Brésil qui a basculé à l'extrême droite avec Bolsonaro, regardez l'Amérique de Trump. Je rappelle simplement que les élections brésiliennes ou américaines avaient lieu bien avant le Covid-19, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit surtout? Il ne s'agit pas d'accueil. Qu'est-ce que ça traduit? Complotisme, réseaux sociaux, etc. Moi, vous savez, ce qui m'a rassuré, c'est d'entendre finalement le nom de Véran concernant les propos qui étaient tenus. Sinon, je vous aurais demandé quel était cet individu délirant que vous me faisiez entendre, et vous faisiez entendre au public. Ouais. Parce que ce sont des propos de nature psychotique. C'est une interprétation pathologique de la réalité, avec une idée préconçue préalable, bien sûr. C'est totalement délirant, historiquement absurde et politiquement absurde, parce que finalement, il oublie que Sanchez en Espagne, il est socialiste, hein, d'accord? Oui. Donc, c'est pas, tout le monde n'est pas passé à l'extrême droite au nom de leur... Bon, c'est ridicule. Voilà, mais indépendamment de ça, le but, je crois, c'est de contribuer à renforcer la dimension de terreur et de soumission chez les gens. C'est-à-dire que si vous êtes, et ça, je reviens sur la notion de théologien dont je parlais, puisque M. Véran est neurologue, paraît-il, mais qu'il est que très peu exercé. En fait, ce qu'il essaie de dire aux gens, c'est si vous ne pensez pas comme il convient de penser, vous êtes malade. Et à défaut d'être malade, vous êtes complotiste. Mais le complotisme est une forme de pathologie. C'est une pathologie sociale et idéologique. Et qu'il faut évidemment mener peut-être en camp de rééducation, peut-être, non? Je ne sais pas. Si on va arriver à ça. Les camps de rééducation, ils existent, puisqu'on ne peut pas sortir de chez soi, sinon avec une permission, et bientôt on ne pourra pas faire un certain nombre de kilomètres. C'est pire que des camps qui existaient par le passé, dans certains cas. Enfin, en tout cas, merci docteur Cosculella. C'est vrai qu'il faut remettre certaines pendules à l'heure, et encore une fois, je rappelle mon prédécesseur Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, et si vous, justement, vous considérez qu'on nous force un petit peu trop la peur et que, justement, il y a un management de la peur, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Ah, Elie Medeiros. Mais on a trouvé mieux qu'Elie Medeiros. On a trouvé quelqu'un qui clame son amour à tout vent. Et ce quelqu'un, c'est François Bayrou, avec son love affair avec Emmanuel Macron. Écoutez ce que disait le nouveau haut-commissaire du plan sur LCI, il y a quelques jours, d'ailleurs hier. Écoutez François Bayrou. Prétendre qu'il y aurait entre Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ou François Baroin, je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas envie d'y aller, mais et Emmanuel Macron et le centre-gauche prétendent que ces 3 familles seraient irréductiblement opposées, c'est ridicule. Ça veut dire quoi? Sûr. Le candidat de la droite, c'est Emmanuel Macron? Non, c'est pas ce que je viens de dire. Emmanuel Macron est sur le socle du centre français. Le socle du centre français, il pèse 25% des voix. Alors là, écoutez, moi je suis toujours heureux quand la langue française s'enrichit et atteint des dimensions poétiques. Le socle du centre français.
Je vais vous dire, même un Coréen du Nord n'oserait pas dire ça de Kim Jong-un. Le socle du centre français. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Vous êtes mon socle du centrique. Je vois très bien les réunions entre Bayrou et Macron. Ah, président, vous êtes mon socle du centre, et d'autres de Lupron, et vous serez mon centre du socle. Non, tout ça est très agréable. Vous voyez, on ne pouvait pas laisser passer ces grands moments de l'intelligence française. On voit que la France avance, c'est vrai. C'est digne de Voltaire, c'est digne de Montesquieu, c'est digne... Non, c'est beau. Un peu Molière, peut-être, d'une certaine manière. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face